je survole la vallée d'Aburra comme un oiseau de proie. Regardant en bas cette ville qui a enfanté l'un des monstres les plus complexes de l'histoire moderne. Medellín s'étend sous moi tel un labyrinthe de béton et d'espoir, de violence et de rédemption. Ces tuiles d'argile rouge ont été témoins de l'une des fins les plus extraordinaires de l'histoire. Il y a 30 ans, sur ces mêmes tuiles, Pablo Escobar, l'homme le plus recherché au monde, est mort dans une pluie de balles, mettant fin à une carrière criminelle qui avait terrorisé une nation et défié le concept même de souveraineté étatique. Mais je ne suis pas ici pour vous raconter une autre histoire de drogue et de violence. Je suis ici parce que l'histoire de Pablo Escobar est en réalité une histoire d'appartenance, de ce qui arrive quand des personnes brillantes et ambitieuses se voient refuser l'accès légitime au pouvoir, et de la mythologie qui grandit autour de ceux qui osent construire leur propre royaume dans les ruines d'États défaillants. Les anciens Grecs racontaient l'histoire d'une créature appelée le Minotaure, mi-homme, mi-bête, qui vivait au centre d'un labyrinthe élaboré et exigeait un tribut d'Athènes. Le labyrinthe était si complexe que personne ne pouvait retrouver son chemin vers la sortie. Le monstre exigeait son sacrifice et le peuple n'avait d'autre choix que de payer. Gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Medellín, la ville du printemps éternel, était le berceau des paisas, ces montagnards rudes qui s'appelaient eux-mêmes campagnards par opposition aux élites éduquées de Bogota. Ici, depuis des générations, l'ambition primait sur l'éducation, l'audace sur la naissance. C'était une ville de contrebandiers où défier l'autorité était une tradition ancestrale. Par la fenêtre, je regarde les favelas, ou les comunas comme on les appelle ici, grimper sur les flancs des collines, chaque maison une histoire de migration, d'espoir et de survie. Génération après génération sont arrivées ici de la campagne, fuyant la violencia, construisant leurs maisons brique par brique, créant des communautés que l'État ignorait ou craignait. Pablo Emilio Escobar Gaviria est né en 1949 à Rio Negro, une petite ville au sud-est de Medellín, d'un père fermier et d'une mère institutrice. Sa mère, Hermilda, institutrice itinérante, lui inculqua un principe qui le suivrait toute sa vie. Tiens toujours ta parole. Ironie tragique. Pablo respecterait cette devise même dans ses promesses les plus sanglantes. Personne ne pouvait imaginer alors ce que ce garçon deviendrait. Le commerce des pierres tombales avec son cousin Gustavo n'était pas qu'un simple délit juvénile. C'était la première leçon d'un futur empire, transformer la mort en business. Le vol de voiture a suivi, puis l'enlèvement contre rançon. À 23 ans, Pablo épousa Maria Victoria Henao, qui n'en avait que 15 et était enceinte. 3 ans plus tôt, quand elle n'avait que 12 ans, il avait déjà commencé à la courtiser. Ce mariage contre l'avis de la famille révélait déjà le mépris des conventions qui caractériserait toute sa vie. Mais c'est la cocaïne qui transformerait Pablo de criminel ambitieux en monstre mythologique. À la fin des années 1970, alors que la demande américaine de cocaïne en poudre explosait, Pablo découvrit sa véritable vocation.
il possédait la combinaison parfaite de vision entrepreneuriale, de génie organisationnel et d'impitoyabilité absolue. Là où d'autres voyaient une drogue, Pablo voyait déjà un empire. Le timing était parfait. Aux États-Unis, la cocaïne était devenue le champagne des drogues, un symbole de statut inondant les soirées d'élite et les boîtes de nuit branchées de New York à Miami. Plus de 8 millions d'Américains devinrent accros à la poudre blanche déferlant de Colombie. La géographie est également parfaite. Medellín, niché dans la vallée d'Abura, comme un secret dans les montagnes, offrait la base idéale pour ce qui deviendrait l'entreprise criminelle la plus réussie de l'histoire. Assez isolée pour opérer en secret, assez connectée pour atteindre le monde. En 1982, Miami était devenue une des capitales mondiales du meurtre. 621 homicides cette année-là, dont 40% liés à la drogue. Le bureau du médecin légiste de Dade County dut ajouter un camion réfrigéré pour gérer le surplus de cadavres. Mais c'est le 9 mars 1982 que l'ampleur réelle de l'empire de Pablo se révéla. À l'aéroport international de Miami, les douaniers inspectèrent un vol cargo de Tampa Airlines en provenance de Medellín. Dans des cartons marqués jeans, ils trouvèrent 2 tonnes de cocaïne pure. 4 fois plus que la plus grosse saisie jamais effectuée. Car cette cargaison ne venait pas d'un seul trafiquant. La DEA, l'agence contre les narcotrafiquants américaine, détermina qu'elle représentait les efforts collectifs de 15 organisations distinctes, dont celle de Jorge Ochoa et Pablo Escobar. Ainsi, l'Amérique entrevoyait déjà l'ombre de la bête qu'elle avait nourrie. Le 18 avril 1981, dans le ranch familial de Ochoa, près de Barranquilla, s'était tenu le sommet qui changerait à jamais l'industrie de la cocaïne. Jorge Ochoa accueillit ses invités sur une piste d'atterrissage de 5000 pieds, assez grande pour des jets commerciaux. Dans ce zoo privé peuplé d'éléphants et de girafes, les jeunes barons de la drogue scellèrent une alliance. Pablo Escobar n'était pas présent physiquement, mais Pablo Correa, son lieutenant et beau-frère d'Ochoa, le représentait. Carlos Leder était l'invité d'honneur. Ce jour-là, dans cette hacienda grandiose, naquit officiellement ce qu'on appellerait le cartel de Medellín. L'équation était claire. Escobar dominerait la production et l'application de la force. Ochoa gérait le transport, Leder fournirait les contacts et l'expertise technique. Ensemble, ils contrôleraient bientôt plus de 50% de la cocaïne entrant aux États-Unis. Face à cette marée montante, l'Amérique finit par réagir. Le 28 avril 1982, le président Reagan annonça la création d'une task force dirigée par le vice-président George Bush pour combattre le trafic de drogue en Floride. Plus de 200 agents fédéraux furent déployés. Des hélicoptères de combat Cobra, utilisés au Vietnam, furent amenés pour chasser les avions de drogue. Des navires de guerre furent autorisés à arrêter les bateaux. L'année 1982 marqua l'apogée de l'âge d'or du cartel. L'argent de la cocaïne coulait à flot dans Medellín. Des immeubles, des hôtels, des discothèques poussaient partout. Au début des années 1980, le cartel de Medellín ne défiait pas seulement le monopole du gouvernement colombien sur la violence. Il le remplaçait entièrement dans de larges pans de la ville et du pays. La devise de Pablo Escobar devint aussi célèbre qu'elle était terrifiante. Plata o plomo, l'argent ou le plomb. Prends le pot de vin ou prends la balle. L'échelle du narcotrafic était à couper le souffle. Au milieu des années 1970, 1 kg de cocaïne coûtait à Pablo 1 500 $ et se vendait jusqu'à 50 000 $ aux États-Unis. Dans les années 1980, le cartel de Medellín fournissait environ 80% de la cocaïne consommée aux États-Unis, générant des revenus annuels de 22 milliards $. Les chiffres devinrent presque mythologiques dans leur excès. L'organisation dépensait 2 500 $ par mois rien qu'en élastique pour emballer l'argent liquide. Des centaines de milliers de dollars étaient perdus chaque année, littéralement mangés par les rats.
Mais le génie de Pablo ne résidait pas seulement dans l'accumulation de richesses, mais dans leur transformation en légitimité. Il comprenait quelque chose que les politiciens traditionnels ne saisissaient jamais. Que dans une société marquée par l'inégalité extrême, les exclus suivraient quiconque leur offrirait l'inclusion. Ces millions achetaient plus que le luxe, ils achetaient la loyauté. Banques alimentaires, hôpitaux, maisons pour les habitants des bidonvilles, terrains de football pour les enfants. Pablo n'était pas seulement un criminel, il devenait un héros populaire, le Robin des Bois de Medellín. L'impact de Pablo était plus profond que l'économie. Il changea l'ADN même de la culture colombienne. Des milliers de sicarios émergeant des quartiers du puissant baron de la drogue transformèrent à jamais la société païsa et la société colombienne à la pointe du fusil. Le narcotrafic changea le langage, stéréotypa les femmes les plus belles et célèbres qui devinrent les amantes de ces criminels, et même l'architecture s'adapta au pouvoir incontrôlé des cartels. Quand vous construisiez une maison dans le Medellín de Pablo, la chose normale était d'avoir des connexions entre les bâtiments, différentes connexions d'une maison à l'autre. Vous deviez toujours avoir la possibilité de vous cacher des ennemis de l'époque. C'était une architecture conçue pour la paranoïa, pour le siège permanent. L'erreur fatale de Pablo fut de croire qu'il pouvait légitimer son empire par la politique. Devant les caméras, il se présentait comme un homme d'affaires riche et un philanthrope engagé. Le 14 mars 1982, il fut élu député suppléant au Parlement colombien. Le jour de sa prise de fonction, Pablo arriva à la Plaza de Bolívar vêtu de sombre. Pablo fut surpris qu'on ne laisse pas rentrer sans cravate dans l'enceinte de la chambre. Contre ses désirs, il dut mettre celle que lui prêta son caméraman. Mais le labyrinthe commença à se refermer sur lui quand Rodrigo Lara Bonilla, le nouveau ministre de la Justice de Colombie, accusa publiquement Escobar de trafic de drogue à l'été 1983. Pablo était certain qu'aucune preuve n'existait de son implication dans le trafic de drogue. Il avait tort. Une seule coupure de journal détruirait sa carrière politique. El Espectador avait publié un bref article 7 ans plus tôt sur son arrestation en 1976 avec 19,5 kg de cocaïne, un petit article enterré dans leurs archives. Le 25 août 1983, le journal ressuscita l'archive et en fit la une. Le roi de la cocaïne était démasqué. Pablo, mémoire d'éléphant, n'oublia jamais l'offense. Cette humiliation publique ne fut pas seulement politique, elle était existentielle. Pablo avait cru qu'avec l'argent, tout l'argent du monde, il pourrait acheter la respectabilité. Il découvrit que certaines portes resteraient fermées pour toujours. Ses représailles furent rapides et brutales. Il fit assassiner le directeur du journal et bombarder leur bureau. L'explosion ce matin-là secoua tout Bogota. La guerre qui consuma Medellín dans les années 1980 et au début des années 1990 ne concernait pas vraiment la drogue, elle concernait la souveraineté. Pablo ne défiait pas seulement la loi, il la remplaçait. La campagne de terreur qui suivit se lisait comme quelque chose de la mythologie antique, mais avec des armes modernes. L'assassinat du ministre de la Justice Rodrigo Lara Bonilla le 30 avril 1984, abattu par des sicarios après avoir lancé des raids massifs sur les laboratoires de Pablo, marqua la transformation de Pablo en narco-terroriste. Le siège du palais de justice en 1985. L'assassinat du candidat présidentiel Luis Carlos Galán en 1989. L'attentat contre le vol Avianca 203 la même année, tuant 107 personnes
dans une tentative d'éliminer le candidat présidentiel César Gaviria. À ce moment-là, l'empire de Pablo était devenu si vaste que le cartel possédait plus d'argent que l'État colombien lui-même. En 1989, le magazine Forbes le classa 7e fortune du monde. Pour acheter son amnistie, Pablo offrit même de payer toute la dette nationale de son pays. Mais Pablo avait déjà franchi trop de lignes, versé trop de sang. Les sicarios, les hommes de main de Pablo, assassinaient des policiers, des juges, des directeurs de journaux et même 3 candidats présidentiels successivement. À Medellín, des corps apparaissaient au coin de rue chaque matin, si nombreux que la police ne pouvait suivre le rythme des cadavres. La ville obtint une distinction sinistre, la capitale mondiale du meurtre. Dans ce musée et ses couloirs dédiés à la mémoire, je cherche les visages de ceux qui furent nourris au Minotaure. Chaque photo témoigne d'une vie interrompue, d'un rêve assassiné. Voici la véritable comptabilité de l'empire de Pablo. Non pas des milliards accumulés, mais les milliers de vies effacées. En 1984, alors que les routes des Caraïbes étaient fermées par l'application renforcée des lois américaines, Pablo fit face à une crise. Ses laboratoires produisaient des dizaines de tonnes de cocaïne, mais il avait besoin de nouvelles routes pour atteindre le marché américain. C'est alors que les chemins de Pablo Escobar et Miguel Ángel Félix Gallardo, les 2 trafiquants de drogue les plus puissants d'Amérique latine, se croiseraient. Gallardo, connu sous le nom d'El Padrino, le parrain, avait construit le premier cartel du Mexique à Guadalajara. Ancien policier devenu maître criminel, il contrôlait une fédération qui unissait les principales familles de drogue mexicaines sous une seule organisation. Plus important encore, il contrôlait quelque chose dont Pablo avait désespérément besoin. 3000 km de frontières séparant le Mexique des États-Unis. L'accord qu'ils conclurent changea à jamais la géographie du trafic de drogue. Le cartel de Guadalajara transporterait la cocaïne du cartel de Medellín vers les États-Unis. Cette alliance historique permit à Pablo de déplacer des quantités toujours croissantes de drogue tout en élevant le cartel mexicain au sommet de son influence. Une unité d'élite de la police colombienne, appelée le bloc de recherche, le bloque de búsqueda, fut créée spécifiquement pour le traquer. Dirigée par le colonel Hugo Martínez, un officier maigre et pragmatique qui avait perdu son meilleur ami aux mains des assassins de Pablo, elle représentait la tentative finale de l'État colombien de reconquérir sa souveraineté. Travaillant aux côtés de la DEA américaine, il faisait face à ce qu'un agent appelait l'un des emplois les plus dangereux du monde. En représailles, Pablo plaça une prime de $7000 sur chaque policier du bloc de recherche tué. Ces sicarios répondirent en assassinant des policiers comme si c'était à la mode. En seulement 15 jours, 30 officiers du bloc de recherche furent abattus. En 1991, environ 600 policiers avaient été tués à Medellín seulement. Les rues devinrent un champ de bataille entre les trafiquants de drogue et l'État, avec des civils innocents pris dans les tirs croisés. En 1991, face à la menace d'extradition vers les États-Unis, Pablo conclut un accord avec le gouvernement colombien qui semblait mettre fin à son règne de terreur. Par des messages télévisés du père García Herreros, un prêtre qui animait une émission nocturne à la télé, Pablo négocia sa reddition directement avec le peuple colombien, contournant entièrement le gouvernement. Cette négociation surréaliste mena à la reddition de Pablo sous des conditions qui se moquaient de la justice. Après avoir rencontré Pablo, le père Garcia le décrivit à la télévision comme un homme honorable, intelligent avec des valeurs, très différent du criminel sombre souvent présenté.
La prison de Pablo était appelée la cathédrale. Mais la cathédrale ne fut jamais une prison. C'était un ranch où Pablo et ses hommes pouvaient entrer et sortir quand ils voulaient. Ils avaient des téléphones. Les plus belles femmes du pays arrivaient, choisies dans des catalogues de concours de beauté. Les politiciens venaient chercher de l'argent, demandaient à emprunter des hélicoptères et des avions. Pablo installa un bar, une discothèque, des jacuzzis. Il possédait même un télescope pour observer la maison de sa famille, tout en leur parlant au téléphone. Des millions entraient et sortaient dans des bidons de lait déguisés en provisions alimentaires. L'homme qui avait terrorisé une nation était désormais protégé par cette même nation tout en continuant à diriger son empire. Même après sa reddition, le rapport de force resta le même. Pablo contrôlait encore le jeu depuis sa cellule de luxe. Quand le gouvernement tenta de le transférer dans une vraie prison 13 mois plus tard, son évasion fut un embarras complet pour l'État. Les services secrets américains, la DEA et la police colombienne lancèrent l'opération Heavy Shadow. Plus de 20 000 perquisitions simultanées. Pablo était désormais traqué par un arsenal international. Mercenaires israéliens et britanniques, agents américains, CIA, DEA, le bloc de recherche colombien, la police fédérale et Los Pepes, un conglomérat de cartels rivaux. Tout le monde le pourchassait. La chasse finale commença avec la plus humaine des faiblesses, l'amour d'un père pour sa famille. Quand sa femme et ses enfants furent refusés pour l'asile en Allemagne, les émotions de Pablo percèrent son sang-froid légendaire. Pour la première fois, ceux qui étaient proches de lui virent Pablo Escobar pleurer parce que sa famille partait. L'opération de surveillance familiale, par les agences de renseignement, produirait finalement sa localisation. Dans le quartier tranquille de Los Olivos, où Pablo passa ses derniers jours, les résidents se souviennent de lui comme d'un voisin ordinaire. Il sortait faire du jogging avec ses gardes du corps, apparaissait comme une personne normale. Les gens ne le reconnaissaient pas. Personne par là ne savait que c'était Don Pablo, jusqu'au jour où un appel à sa famille fut détecté par les forces d'interception. Les appels téléphoniques obstinés de son fils désespéré, contre tous les protocoles de sécurité et même les conseils de sa mère, fournirent le fil d'or qui mènerait les chercheurs à travers le dernier labyrinthe de Pablo. 2 décembre 1993, exactement un jour après son 44e anniversaire. Pablo passe son dernier appel téléphonique à sa famille à 13h. Sa femme pleure. Elle ne sait pas où ils iront, ce qu'ils feront. Pendant 14 minutes, l'homme le plus recherché au monde console sa famille. Même dans ses derniers moments, il n'est pas le monstre. Il est un père, un mari, inquiet pour l'avenir de ses enfants et de sa femme. Son humanité devient sa perte. 30 minutes plus tard, l'homme qui avait terrorisé une nation pendant plus d'une décennie fut acculé sur un toit à Los Olivos. Quand le bloc de recherche arriva, Pablo montra qu'il n'avait rien perdu de ses instincts meurtriers. Son garde du corps ouvrit le feu pour couvrir la retraite de son patron. Pablo essaya de s'échapper à travers les toits. Mais il était encerclé. Sur les tuiles rouges de cette maison ordinaire, l'homme le plus recherché du monde tomba, son visage défiguré par les balles, à côté d'un de ses hommes fidèles. La réaction à Medellín révéla la complexité de l'héritage de Pablo. La ville vécut des sensations très différentes et contradictoires. Il y eut de la joie de beaucoup de gens, une joie contenue parce que célébrer ouvertement était dangereux. Il y eut aussi une peur, mais il y eut aussi de la douleur, de la famille évidemment, mais aussi d'une partie de la population populaire qui avait de la sympathie pour Escobar. Pour beaucoup dans les comunas, la mort de Pablo était personnelle.
certains ressentirent une perte, comme s'il était un membre de la famille. La fin de l'empire de Pablo ne mit pas fin à l'histoire du narcotrafic en Colombie. En Colombie, le cartel de Cali prit immédiatement le contrôle du commerce de la cocaïne avant d'être démantelé à son tour. Pendant ce temps, le partenaire mexicain de Pablo, Félix Gallardo, avait déjà assuré sa succession. Parmi eux se trouvait Joaquim Guzmán, connu sous le nom d'El Chapo, un ancien petit trafiquant qui était devenu le chef logistique de Gallardo. Il deviendrait à son tour l'un des barons de la drogue les plus puissants du début du XXIe siècle. Prouvant que les routes ouvertes par Gallardo Escobar ne se fermèrent jamais vraiment. L'État reste permissif et la société est aussi permissive. Au milieu de la précarité, les gens voient ces individus comme des combattants contre l'ordre établi et comme des héros. Ce sont ceux qui ont réussi. Aujourd'hui, la tombe de Pablo est la tombe la plus visitée de Colombie. Un paradoxe sur un homme qui fit de la mort un business, seulement pour devenir, dans la mort, un business pour des centaines de personnes. À Chicago, des tours touristiques visitent les anciens repères d'Al Capone. En Sicile, des boutiques vendent des souvenirs de la mafia. Nous transformons systématiquement nos monstres en mythes, nos criminels en légendes. Cette mythification révèle une vérité dérangeante. Dans chaque société, une partie de la population admire secrètement ceux qui défient un système qu'elle perçoit comme injuste. Pablo n'était pas une aberration colombienne. Il était l'expression locale d'un phénomène universel. Trente ans plus tard, les contradictions de la Colombie persistent comme une blessure non guérie. Le pays reste le plus grand producteur de cocaïne au monde, avec la culture de coke atteignant sa plus grande extension. 230 000 hectares déplaçant des centaines de familles des zones de culture. La Colombie fait circuler des milliers de millions de dollars annuellement par le commerce de la cocaïne. La guerre contre les drogues a échoué spectaculairement. Le Minotaure cachait en réalité un monstre à 1000 têtes, une hydre encore plus dangereuse. Le narcotrafic laissa un héritage destructeur en Colombie. Pour les trafiquants de drogue, la mort devint partie de la solution au problème. Les contradictions du système judiciaire persistent. Tandis que les barons de la drogue négocient des peines réduites, les petits transporteurs marginalisés reçoivent des décennies de prison. La plupart des victimes générées par le narcotrafic ne furent pas considérées comme victimes de violations des droits de l'homme, mais simplement comme victimes de délinquance et de criminalité. Ce n'est que progressivement qu'une reconnaissance politique a été donnée au narcotrafic et les victimes commencent à être reconnues. Beaucoup de cas restent impunis. Ce n'est qu'en 2009 que l'affaire Avianca fut déclarée crime contre l'humanité, après une lutte acharnée des familles de victimes. La réalité actuelle de l'Amérique latine offre un maximum de motifs d'inquiétude. Dans beaucoup de pays, les chiffres du crime organisé augmentent, homicides, utilisation d'armes à feu, tandis que la production et distribution de drogue continuent d'enregistrer des records historiques dans des endroits comme la Colombie et le Mexique. Un demi-siècle après le début de la guerre contre les drogues, le bilan est sans équivoque. L'échec est complet. Jamais les quantités de drogue produites et consommées n'ont été aussi importantes. Autour du monde, le trafic prospère. Les cartels continuent de déstabiliser des régions entières d'Amérique latine. En 2017, le marché de la drogue représentait entre 400 et 650 milliards de dollars. En 2023, les candidats présidentiels furent assassinés en Équateur, le nouveau hub du trafic de drogue. Dans les sous-sols des villes de Sinaloa, les chimistes des cartels synthétisent une nouvelle drogue, le fentanyl. 30 fois plus puissant que l'héroïne, cette substance fait des ravages aujourd'hui à New York et à Los Angeles. En 2023, aux États-Unis, le fentanyl tua plus de gens que les guerres d'Afghanistan, du Vietnam et d'Irak combinées. Je visite le quartier Comuna 13, l'un des monuments durables de son héritage complexe.
En marchant dans ces rues, je suis confronté par une fresque représentant Pablo et ses associés les plus proches, les hommes qui formèrent le cartel de Medellín. La communauté les appelle l'équipe de travail de Pablo. Voici celui qui en a tué 200, celui qui en a tué 100, celui qui en a tué 300. Quand je considère comment ils peuvent justifier célébrer des tueurs, la logique devient claire. Dans cet endroit, il était plus facile de former un groupe armé que de construire une école. Dans une petite maison, j'observe l'autel d'une femme âgée où elle prie devant deux figures, Jésus-Christ et Pablo Escobar. C'est le cœur de l'attrait durable de Pablo, non pas la violence, mais la visibilité. Dans une société où l'absence de l'État crée un vide, Pablo le remplit avec des gestes concrets d'appartenance. Les gens ne pleuraient pas un monstre, ils pleuraient quelqu'un qui leur avait donné de la dignité quand personne d'autre ne le ferait. Aujourd'hui, Comuna 13 raconte une autre histoire. Ces murs, autrefois marqués par les balles, explosent maintenant de couleurs. L'art de rue a remplacé l'art de la guerre. Et n'oublions pas que cette transformation fut payée du sang de toute une génération. Ces rues furent un champ de bataille. Opération Orion, 2002, l'État colombien reprend finalement le contrôle. Mais à quel prix? Dans mon taxi, à travers les rues de Medellín, la voix de mon chauffeur s'élève en chanson. Une chanson qui parle d'amour perdu et de montagnes lointaines. Cette mélodie pourrait avoir été celle qu'écoutait Pablo enfant avant que la cocaïne ne transforme sa symphonie personnelle en requiem national. À quelques heures de Medellín, Guatapé vit au rythme d'une Colombie différente, une Colombie que Pablo n'a jamais réussi à corrompre. Ici, la musique célèbre la vie plutôt que de pleurer les morts. Ces zocalos, ces fresques colorées qui décorent chaque maison, existaient bien avant l'argent de la drogue. Ces jeunes qui dansent représentent l'espoir d'une génération qui refuse de porter les péchés de leur père. Leur rythme efface celui des mitraillettes. La nuit, sous cette pluie tropicale qui lave sans effacer, je pense aux Minotaures, de ceux qui s'opposèrent autrefois à la violence, à la corruption et à l'impunité, même s'ils ne purent vivre pour le raconter. C'étaient des gens qui n'avaient pas de prix et qui ne se plieraient pas au pouvoir de l'argent, au pouvoir intimidant du narcotrafic. Ce sont l'étendard moral qu'une société doit maintenir, ces figures qui sont là pour nous montrer que tout n'est pas perdu dans le pays, que tout ne peut pas être acheté, que la justice peut encore arriver. Je termine ce voyage là où tout a commencé, dans ces montagnes qui ont vu naître et mourir tant de rêves. Sous mes pieds, la terre qui nourrit la coca. Au-dessus de moi, le ciel que sillonnaient les avions chargés de poudre blanche. Ces jeunes qui rient dans l'eau pure des rivières représentent l'espoir d'une Colombie nouvelle. Mais grandiront-ils dans un monde qui leur offre une vraie alternative à la séduction du pouvoir illégal? Debout ici dans ces rues que Pablo dirigeait autrefois, je suis frappé par une ironie. L'homme qui construisit l'empire criminel le plus réussi de l'histoire fut finalement vaincu non pas par une puissance de feu supérieure ou de meilleurs renseignements, mais par quelque chose de bien plus banal, son incapacité à lâcher prise sur les gens qu'il aimait. À la fin, le monstre, le minotaure du labyrinthe, était encore fondamentalement humain. Et cette humanité, cette même fin de connexion et d'appartenance qui l'avait poussé à construire des maisons pour les pauvres, devint le fil d'Ariane qui mena ses ennemis à sa porte. En fin de compte, Pablo Escobar ne concernait jamais seulement les drogues. Il concernait l'appartenance, la fin de dignité dans une société qui la refuse à des millions, ce qui arrive quand l'État abandonne ses responsabilités et que les criminels comblent le vide avec du béton et du sang. Le labyrinthe que Pablo construisit à Medellín ne fut pas détruit quand il mourut sur ce toit en 1993. Il fut hérité, transformé, globalisé. Aujourd'hui, il s'étend des favelas de São Paulo aux rues de Naples, des centres-villes de Baltimore aux banlieues de Paris. Partout où l'inégalité engendre le désespoir, et le désespoir engendre des souverainetés alternatives. Pablo Escobar n'était pas une aberration, mais une révélation.
Il démontra le point final logique des sociétés construites sur l'exclusion. Il prouva que dans un monde où tout est à vendre, quelqu'un sera toujours prêt à devenir le vendeur. Dans chaque favela de Rio, chaque projet de logement de Chicago, chaque banlieue de Paris, chaque camp de réfugiés en Jordanie, la même équation se calcule. Absence de l'État, plus désespoir, plus opportunité criminelle égale quoi? La réponse dépend des choix que nous faisons chaque jour, des choix sur l'inclusion et l'exclusion, sur la dignité et l'abandon, sur si nous croyons que tout le monde mérite une place à la table ou si certaines personnes sont simplement dispensables. Le Minotaure mythologique exigeait un tribut d'Athènes jusqu'à qu'un héros émerge pour le tuer. Le Minotaure de Colombie est mort. Le labyrinthe demeure. Pablo Escobar n'est plus. Mais chaque jour, quelque part dans le monde, un nouveau Pablo naît. Non pas parce que le mal est inévitable, mais parce que l'exclusion est un choix. Et le fil d'or d'Ariane, pour sortir du labyrinthe, existe. Il s'appelle éducation, dignité, inclusion, présence de l'État là où il a été absent. La seule question, l'unique question, est de savoir si nous aurons le courage de le suivre. Le choix nous appartient. C'était Christophe Caporilli pour Odyssia 2.0. À très bientôt.